Ben, bravo et merci. Alors, je vais faire la transition avec la table ronde. Je demanderai aussi à David Pompée, Dominique. Ça va faire beaucoup de monde autour de cette table ronde, mais comme on n'a pas suffisamment de place, si vous voulez vous rapprocher au moins sur les premières chaises, qu'on puisse parler un peu tous ensemble. Ah oui. Donc pour reprendre, avant d'être expert et pour recentrer sur l'expert architecte, donc l'architecte se forme, acquiert de l'expérience, de la connaissance. Donc tout au cours de sa vie professionnelle, il ou elle se forme de façon très formelle, encadrée, et où apprend de ses propres projets, de ses chantiers, de ses erreurs aussi quelquefois. Si l'expérience est une des sources de la formation complémentaire de l'architecte expert ou de l'expert architecte, je ne sais toujours pas, quelles sont les autres sources de formation pour l'architecte? Donc on en a vu, il y en a quelques-unes qui ont été présentées. Quelle est la place et comment valoriser ces formations dans un cursus professionnel par la certification éventuellement? De quelle façon intégrer les cadres formels et normatifs dans l'activité d'un architecte qui pratique l'expertise conseil? Donc toutes ces questions, elles sont induites dans les exposés qu'on vous a présentés ici. Et donc pour passer à la table ronde, nous allons en fait tourner autour des questions de savoir si l'architecte expert ou l'expert architecte est un professionnel fragmenté ou complet, généraliste ou spécialiste. Est-ce que c'est un chercheur finalement, un sage ou un savant? C'est un peu le cadre de cette table ronde que nous allons animer ensemble et au terme de laquelle une nouvelle séquence de questions vous sera offerte. Alors peut-être monsieur Desparbès. Quel serait pour vous le plus gros atout de l'architecte expert au regard d'une supra-spécialisation ou d'un appel fait à des technicités très pointues? Écoutez, moi ce que je retiens, c'est qu'il me semble que l'expert architecte il a deux atouts, à mon avis, dans son jeu. Le premier, c'est d'être un généraliste. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on est des généralistes. Et sachant qu'il a à sa disposition tous les spécialistes dont on veut avoir besoin dans les différentes spécialités, au gré de l'évolution technique et réglementaire du bâtiment, ce qui n'est pas peu dire quand on voit ce qui s'est passé en 10 ans entre la RT 2012, l'accessibilité PMR, l'acoustique, le sismique, que sais-je encore. Donc, je pense que cette formation généraliste de l'architecte lui donne une vision transversale, ou j'aimerais dire une intelligence transversale du bâtiment, qui lui permet d'avoir une approche globale d'un problème, sans se focaliser sur un des aspects de ce problème. On a vu tout à l'heure des fissures dont on lui disait qu'elles venaient du sol, mais pas que. Cette fissure, elle vient aussi de la superstructure, elle vient de l'environnement, elle vient de plusieurs choses. Voilà. Donc, je dirais que un des avantages de l'expert architecte, c'est d'avoir cette vision transversale et qu'il lui faut alors à ce moment-là le bagage technique pour discuter avec les spécialistes qu'il va faire intervenir. Quand je dis discuter, c'est tenir un dialogue non pas d'égal à égal, puisque l'architecte en sait moins que le géotechnicien, il en sait moins que le thermicien, il en sait moins que l'acousticien, mais il faut qu'il puisse quand même lui tenir ce dialogue. Le risque, s'il était d'un niveau trop inférieur à ces spécialistes, serait de sous-traiter l'expertise à ce spécialiste. On a le cas, je pense, chacun d'entre nous a eu le cas de sinistres dits de fondation, dans lesquels on va dire à un géotechnicien, faites-moi une mission G5, très bien, et le géotechnicien va vous faire une mission G5 avec 2 chapitres, la partie diagnostic et la partie prescription. Et le risque est que l'expert généraliste dise, voilà, le spécialiste a dit qu'il fallait faire des micropieux à 10 mètres parce que j'ai 8 mètres d'argile, etc. Je valide, etc. Donc je crois qu'il faut que l'architecte, bien que généraliste, conserve une vision critique, soit en mesure d'analyser, même s'il n'est pas l'égal des spécialistes, il faut qu'il soit capable de discuter avec eux. L'autre atout, me semble-t-il, de l'architecte est d'être à la base un constructeur. Et donc, d'éviter, autant que faire se peut, d'être un expert censeur.
C'est-à-dire, si l'expertise doit se contenter, doit se limiter à critiquer le travail des autres, dire ben non, il ne fallait pas faire ça, il aurait fallu faire ci, ça, etc. Je trouve ça facile et extrêmement risqué. Donc, je serais tenté de dire que l'expertise, à mon sens, ne devrait pas être un métier, mais un apport technique d'un professionnel, un donneur d'ordre qui a besoin d'une analyse technique d'un problème. Voilà. Il me semble que dans l'expertise, l'architecte a la possibilité de se dire, si j'avais été moi le maître d'œuvre de cette opération, est-ce que je serais tombé dans ce piège ou pas? Voilà. Et je trouve que cet aspect-là doit lui conférer une certaine humilité par rapport à l'analyse des causes, mais au-delà de l'analyse des causes, n'oublions pas qu'il y a aussi l'analyse des responsabilités. Voilà, me semble-t-il, les deux atouts de l'expert architecte, qui est maître d'œuvre dans son état d'esprit, donc concepteur de bâtiments, et généraliste. Merci. Alors peut-être pour poursuivre justement sur l'apport de l'architecte expert, Madame Labatte, vous qui n'êtes justement pas architecte, de votre point de vue, pour les côtoyer malgré tout, pour les côtoyer en expertise, quelle est la spécificité ou l'apport de l'architecte expert? Alors, je rebondis tout à fait sur mon confrère. Moi, les architectes experts, j'apprécie leur côté généraliste et leur côté connaissance globale du bâtiment. C'est-à-dire que quand il y a un problème, je ne sais pas, je veux dire de thermique, ils vont de suite penser qu'il va y avoir une emprise à l'extérieur, où il va falloir rajouter un équipement, par exemple, sur l'extérieur. Ils vont de suite avoir des questions sur faut-il un permis de construire modificatif, voilà, ils ont vraiment une vision globale que l'ingénieur ne va pas avoir obligatoirement, c'est-à-dire on va concevoir une solution technique qui va répondre à un problème technique très particulier, mais on peut passer à côté de problèmes d'urbanisme ou de problèmes... voilà. Donc pour moi, c'est vraiment l'atout et j'aime bien travailler avec des collègues... architectes experts, parce que pour cette vision globale et leur connaissance sur des domaines sur lesquels moi j'ai pas la compétence. Et il existe aussi des architectes experts, experts crack? Oui, il y en a. Alors, je n'ai pas le chiffre, j'aurais pu chercher, mais je réfléchis. Il y en a 10%, enfin, il y en a un certain nombre d'architectes experts crack. Oui, je dirais. Et c'est combien? Un tiers chez Socabat. Voilà, moi je dirais une dizaine de pourcents. Voilà, par rapport aux personnes que je croise, ça doit être de l'ordre de 10%. C'est-à-dire assez peu finalement? Assez peu au bout du compte. Donc ouais. C'est une orientation qui peut... alors elle est peut-être mal connue pour les architectes experts, cette possibilité. Est-ce qu'elle est à ouvrir? Pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu à votre avis? Vous n'avez pas d'idée? Pas trop. D'accord. Le sujet est peut-être à creuser. Moins au courant de ce débouché aussi, hein, peut-être pour eux. Non, je ne sais pas pourquoi il y a... D'accord. Alors, peut-être une autre question alors, qui irait vers David Pompée. On l'a vu, et même peut-être aussi à Monsieur Lefebvre, on fera... Oui. Je complète. Oui. C'est pas vrai, ces proportions, ces chiffres ne sont pas vrais pour la Mutuelle des architectes de France. Donc quasiment tous leurs experts sont des architectes. Donc voilà, pour votre... Enfin, un de vos principaux assureurs, je sais pas, font travailler principalement des experts. On travaille aussi pour eux, mais c'est très rare en fait, les ingénieurs qui travaillent pour la Mutuelle. Voilà. Donc là, la proportion serait plutôt de 70 à 90% d'architectes experts qui travaillent pour la Mutuelle des architectes. Très bien. Donc je reprends entre David Pompée et puis peut-être Dominique Lefebvre. Oui. Donc l'architecte expert, alors on a vu le drone, on parle du BIM. L'architecte expert doit-il se former aussi à toutes ces disciplines, à tous ces outils particuliers? Ou vous, peut-être, en tant que manipulateur de ces outils, qu'est-ce que vous attendez de l'architecte expert? Alors moi, pour parler directement de la fonction prise de vue aérienne et captation numérique aérienne, je pense que pour l'architecte expert, ce n'est pas son métier. Il y a tellement de contraintes et de réglementations qui font que quand on est considéré, nous, comme des télépilotes avec des aéronefs autonomes, donc on rentre dans le cadre de la DGAC, donc c'est plutôt notre métier à nous
de vous alléger de cette tâche-là pour que vous puissiez, vous, aller chercher, que nous allions chercher pour vous l'information dont vous avez besoin, sur laquelle vous allez mettre votre expertise et votre expérience. Voilà. On pourrait vous qualifier de super œil de l'architecte. Oui, c'est ça. On va pouvoir aller chercher de l'information que par des méthodes conventionnelles, ce serait compliqué de les avoir. On va avoir un regard nouveau, on va avoir des angles de prise de vue et des notions de captation de l'existant qui sont complètement différentes. Alors on peut apporter, moi en particulier, mon expérience sur le cadrage et la prise de vue, ce qu'il faut aller chercher et prendre et pas prendre. Après, l'expérience dans le bâtiment fait que j'ai quand même un dialogue sur lequel vous avez un vocabulaire sur lequel je peux m'entendre et comprendre ce que vous allez chercher. Mais voilà, moi, c'est de vous donner, nous, c'est de vous apporter de la donnée que vous allez pouvoir exploiter directement. Voilà. Après, en ce qui concerne le moyen numérique, c'est aussi, ce que je disais tout à l'heure, on va apporter, si vous voulez, la possibilité, lors d'une prise de vue technique, nous, on va faire tout un ensemble de prises de vue en même temps, qui vont vous permettre, après, sans avoir besoin d'y retourner, c'est ce que disait tout à l'heure M. Lefebvre, on a cette donnée, nous, qui est numérique, qui est captée, et on peut aller rechercher des informations qu'on peut avoir oubliées, etc. Mais notre métier, c'est d'aller chercher de l'info, vous, c'est que vous puissiez traiter après directement. Très bien. Donc peut-être, Monsieur Lefebvre, justement, comment voyez-vous, vous, par rapport à ce que vous nous avez présenté, la place de l'architecte expert dans cette chaîne d'acteurs en conception globale intégrée? Pour moi, elle est importante, mais elle est un peu à revisiter par rapport à l'état des lieux actuel qu'on connaît. On parlait tout à l'heure d'une organisation assez tayloriste, donc assez séquentielle. On travaille encore en logique de production qualitative, héritée des Trente Glorieuses. Le monde change. On a des organisations industrielles de process qui permettent de jouer l'équipe un peu différemment. La seule remarque que je faisais tout à l'heure, c'était de dire, mais finalement, un chantier qui se passe bien, c'est un chantier qui a été bien préparé. Et donc là, si on calibre bien, si on anticipe les choses, et pas être dans une position juste de traiter des désordres ou des choses qui arrivent parce qu'on n'a pas eu le temps de les préparer, c'est au contraire comment on anticipe le fait que ces risques n'arrivent pas. Vous avez tous vécu des réunions de chantier, et souvent, la réunion de chantier, c'est énormément de dispersion de temps, où on cherche le responsable de ce qui n'a pas marché, quoi. Vous avez tous entendu la publicité qui m'a fait bondir, moi, il y a 6 mois, d'un grand groupe... on va le citer, hein, Vinci, qui dans sa filière Vinci Immobilier faisait de la pub à la radio en disant « Ne vous inquiétez pas, chers clients, nous nous engageons à lever les réserves sous 3 mois. » C'est formidable, ça veut dire que de fait, on admet qu'il y aura des réserves, donc on ne travaille pas à l'amont, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Donc je pense que ça, les clients aujourd'hui, enfin vous les côtoyez plus que moi, les clients, hein, ils ne sont plus du tout en acceptation de ça. On est dans un régime très rapide où on veut de l'immédiat, où on veut des choses garanties, en sécurité, en qualité, en fiabilité, en performance, en respect des coûts et des délais. Donc si on n'anticipe pas, c'est même pas la peine. Le programme de conception d'une voiture ou d'un avion, c'est 5 ans. Hein. Okay, d'un bâtiment, c'est quoi? Voilà. Donc quelque part, il ne faut pas s'étonner qu'on ait 12 milliards de non-qualité sur 126 milliards de chiffre d'affaires. Donc là-dessus, l'acte, si vous voulez, d'abord d'écoute du client. Encore une fois, un jeune ménage qui a 30 ans, il n'achète pas ou il ne rénove pas un appartement avec les mêmes besoins et les mêmes exigences que moi, à 57 ans. D'accord? Donc ça veut dire que cette analyse de la demande implicite, non déclarée par le client, elle est fondamentale. Et qui mieux que l'architecte est au contact du client pour pouvoir faire accoucher de cette nouvelle demande. Quand on écoute là, on nous bassine aujourd'hui avec l'efficacité énergétique, mais tout le monde s'en fout. Quand vous écoutez les maires dans les communes, ils vous disent, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la rénovation énergétique du bâtiment, c'est la rénovation de mon quartier, avec les infrastructures, avec les mobilités, avec qu'est-ce qu'on conserve comme bâtiment neuf, avec qu'est-ce qu'on rénove, conserve ou déconstruit comme bâtiment ancien, etc., etc. Donc la problématique est un peu différente. Voilà. Donc l'architecte, là-dessus, de mon point de vue, il a un rôle majeur, qui est un rôle de bien écouter le client, de bien comprendre sa demande, d'être en capacité de proposer, j'employais un vilain mot tout à l'heure qui était celui de marketer une offre. C'est ça aussi. Et enfin, d'être en capacité de coordonner une chaîne des acteurs. On connaît tous, sur tous les territoires, dans tous les petits villages, l'architecte qui a 15 artisans avec lesquels il bosse bien, qui a la confiance de son territoire, chez lequel on revient parce que de bouche à oreille, on a entendu que tiens, celui-là c'était un bon, et puis on était capable on pouvait lui faire confiance. Et ça fonctionne. Et on ne fait pas de l'innovation qui sort des startups, vous savez, qui reste au bout de 5 ans, 3 startups. Hein.
3% de start-up sur toutes les start-up qu'on finance avec vos impôts aujourd'hui. Hein. D'accord? Donc il faut être critique quand même par rapport à ça. On a des trucs qui marchent, qui sont ça. Après, les outils numériques dont on parlait, le BIM, etc., c'est bien. Moi, je ne sais pas, mais peut-être que dans 5 ans, le BIM, ça n'existe plus. On a un système beaucoup plus agile. On parlait d'intelligence artificielle, on parlait d'un certain nombre de systèmes. Les outils sont les outils. La façon de travailler, la chaîne des acteurs, à mon avis, l'architecte y a sa place. Alors ça pose des tas de questions aux artisans, aux économistes, aux architectes eux-mêmes, qui se disent mais comment on va récupérer nos émoluments? Donc il y a un système à réinventer. Mercredi, je fais un comité de pilotage du hub que je suis en train de mettre en place en Ile-de-France. On le fait à la CAPEB, l'ordre des architectes sera présent. Et l'objectif, c'est de dire comment on arrive à faire en sorte que tout le monde fonctionne. Et on a une intervention, non pas d'un prof comme moi, qui n'est pas crédible hein, dans ce que je raconte, mais d'un entrepreneur qui a 75 ans, qui a une boîte de 150 personnes, qui depuis 50 ans fait des maisons individuelles en rénovation et en construction neuve en Haute-Savoie, et qui va nous expliquer que dans la chaîne des acteurs, il y a bien sûr un architecte, il y a bien sûr des artisans coordonnés entre eux pour gérer les interfaces, il y a le notaire, parce que l'entrée technique, elle est bien, mais l'entrée patrimoniale pour le client, elle est plutôt fondamentale, non? Quand vous avez une maison en Suisse qui coûte 6 millions d'euros, ça pose aucun problème, au bord du lac Léman, ça pose aucun problème pour la rénover. Pourquoi? Parce que le modèle économique fait que cette maison, elle appartient à la banque, elle est financée sur 100 ans en intergénérationnel. Et donc, en fait, il faut arriver à réfléchir un petit peu à tout ça et à dire, mais à s'interroger. Mais même si le modèle suisse, il n'est pas forcément duplicable en France, au moins on peut s'inspirer de ce qui se passe. Pourquoi les banques chinoises aujourd'hui, les toutes petites banques, elles investissent en Pologne? Question à se poser. Donc il y a tout un tas de sujets qu'il faut mettre autour de la table. Je pense que, comme c'était dit, l'architecte, il a une vision globale, c'est sa force. Il a une écoute client sensible, c'est sa force. Il est la personne qui est référente, le tiers de confiance dont on parle sur l'activité, même après la construction, c'est lui qu'on va revenir voir après pour lui dire « Tiens, j'ai ma chaudière qui ne fonctionne pas, ou j'ai un problème d'une porte qui fuit, ou etc. etc. » C'est lui qu'on va venir voir. Donc cette chaîne de confiance, à mon avis, l'architecte, il a toute sa place. Peut-être pas dans un format comme le format qu'on connaît aujourd'hui, peut-être dans un format plus d'équipe intégrée qui répond en petite équipe de petite maîtrise d'œuvre aux clients. Et on peut envisager différentes options. Alors là, je vais faire grincer des dents, mais c'est soit l'architecte indépendant, c'est soit l'architecte au sein d'une équipe comme une des personnes de l'équipe, etc., etc. Donc c'est des modèles à essayer. Donc la question, c'est testons, regardons si ça marche, regardons si ça correspond à ce territoire ou pas. Vous savez, il y a des exemples, par exemple, de développement, d'initiatives qui ont été menées en Bretagne et en Normandie. Alors, c'est le fameux schéma des Normands et des Bretons qui ne s'entendent pas, mais ils ont des schémas organisationnels qui sont radicalement différents dans des régions très proches l'une de l'autre. Donc, chaque territoire doit inventer sa solution, et à mon avis, les architectes ont tout à fait leur place dans ce sujet. Merci. C'est un peu long, comme d'habitude. Alors, je voudrais peut-être poser une question pour suivre à M. Soulas. Vous êtes enseignant-chercheur, architecte expert conseil. Alors, chercheur par rapport à architecte, quelquefois ça pose des difficultés de compréhension. Vous nous avez présenté la formation initiale de l'architecte qui nous montre quand même une certaine évolution par rapport aux experts architectes en place aujourd'hui. Donc c'est la prochaine génération des architectes experts qui va arriver. Et puis donc, vous êtes enseignant-chercheur tout autant qu'architecte expert conseil. Alors, chercheur, ça renvoie à un laboratoire, ça renvoie à des choses, des géotrouve-tout. À quoi vous servez en fait et quelle relation est-ce que vous faites entre l'enseignant-chercheur et l'architecte expert conseil? Tout d'abord, j'ai brossé un tableau peut-être un peu sombre tout à l'heure de la formation des jeunes architectes. Juste pour tempérer un instant, je voudrais dire que on a 5 ans simplement pour former les architectes. C'est ridicule. Et on s'attache à avoir une approche généraliste de façon à ce que nos jeunes acquièrent une maîtrise de la discipline architecturale, la conception en discipline architecturale, et qu'ils soient aptes à porter un regard critique. J'arrive à la recherche, de façon à pouvoir, à chaque fois, déterminer et appliquer une méthodologie qui est propre à la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'usage à laquelle il est confronté. C'est un peu, de toute façon, une démarche de chercheur. Et cette démarche de chercheur, donc, dans nos labos, je pense qu'on l'a bien compris, il y a des gens qui sont plutôt
universitaires, académiques, et il y a surtout, en tout cas dans le mien, pratiquement que des professionnels qui sont enseignants et praticiens. Donc on n'est pas des professeurs nimbus, on est des gens qui ont les pieds sur terre, et pour nous la recherche c'est un moyen de... comment dire, un moyen d'investigation par rapport à la complexité croissante de notre métier d'architecte, de la complexification globale de la construction en général et du métier architecte donc en particulier. Si on veut garder cette approche globale que vous évoquez et que je suis entièrement d'accord avec vous, je pense qu'on a besoin, pour garder la dimension globale, d'avoir également un regard pointu sur certains aspects. C'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre. On peut, moi je suis architecte voilà, comme tout le monde ici, et je suis expert en construction bois, parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, c'est une autre histoire, mais voilà, donc ça ne m'empêche pas d'avoir un regard, quand j'arrive sur un sinistre ou autre, d'avoir un regard d'abord d'architecte, et ensuite d'apporter un regard précis, ponctuel, par rapport à des problématiques liées à la construction bois. Donc je pense que le chercheur apporte, je pense que la relation entre les experts que nous sommes et les chercheurs qui se trouvent donc dans les laboratoires et au quotidien sur leur chantier ou leur cabinet d'expertise sont des gens qui doivent collaborer, parce que l'expert architecte, il a effectivement cette vue globale, il n'a pas toujours, il a une capacité donc naturellement de dialogue, mais dans certains cas, il peut avoir besoin d'aller chercher quelqu'un qui, sur un point donné, peut en savoir plus que lui. Et c'est d'autant mieux, me semble-t-il, si c'est un architecte, parce qu'à ce moment-là, nous avons la capacité d'échanger, de dialoguer beaucoup plus facilement qu'avec d'autres experts ou d'autres chercheurs, si vous voulez, qui n'auraient pas nos préoccupations. Donc, moi j'invite tous mes confrères ici dans l'assistance à, quand ils le souhaitent, se rapprocher. Tu m'avais demandé s'il existait un répertoire des laboratoires. Eh bien oui, il existe. Et on peut connaître facilement, je pourrais le communiquer, on peut connaître la spécialité, la spécificité de chaque labo. Et dans ce labo, ben, nous pouvons trouver des confrères qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous aider à aller voilà, à approfondir les choses. Et notre dernier point peut-être là-dessus, c'est que les connaissances que nous développons par la recherche, que nous enrichissons par la recherche au sein de nos labos, nous souhaitons maintenant les mettre à disposition dans le cadre de ce qu'on a appelé le permis de faire ou le permis d'expérimenter, puisque chaque architecte, agence qui souhaite développer des innovations qui ne correspondraient pas très exactement aux réglementations en place, peuvent désormais le faire, et à condition, naturellement, d'obtenir des résultats équivalents à ce qui est normé. Et ces résultats équivalents, ils doivent être naturellement visés, analysés, expertisés au stade du projet de l'innovation, afin que le résultat équivalent soit bien obtenu à la fin. Donc le rôle des labos est peut-être celui-ci, c'est-à-dire les architectes peuvent se rapprocher de nous pour faire expertiser une innovation, une expérimentation qu'ils veulent conduire. Ça, pour nous, c'est un point tout à fait important, et on s'attache beaucoup à ce que ces labos aient une capacité d'expertise qui n'est pas celle de nous, experts, mais qui est une capacité à répondre en équivalence normative. Merci beaucoup. Et peut-être ma dernière question avant de passer aux questions de la salle, elle irait à Monsieur Oquet. Vous nous avez présenté une méthodologie de certification d'experts liée à la construction bois. Est-ce que vous pensez qu'elle serait applicable à des experts, des architectes experts d'un collège national d'experts architectes français ? Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a aucune raison. On a prouvé, c'est que de toute façon, la certification existait, en tout cas, pour les experts en construction. Et on voit suffisamment d'expérience dans divers domaines
pour dire que oui, dans ce domaine particulier, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas imaginer avoir une certification. Par contre, je voudrais revenir sur l'expert généraliste et l'expert spécialiste. Je pense qu'il y a aussi une évolution à opérer dans ce métier de l'expertise. Quand on regarde les grandes agences nationales sanitaires, ont l'habitude de faire de l'expertise collective. Pourquoi? Parce que les expertises sont très complexes et qu'ils ont l'habitude d'organiser des réseaux d'experts. Ce qu'on ne sait pas faire finalement, ce qu'on ne sait pas faire en tout cas dans la construction bois, dans différents domaines qu'on a pu partager au sein de cette commission de normalisation, on ne sait pas encore le faire. Et je pense qu'il serait intéressant de s'inspirer justement de ces grandes agences pour savoir un petit peu comment on pourrait aussi, pourquoi pas, certifier des expertises collectives ou collégiales, ça dépend comment on peut les appeler. D'accord. Alors moi, je vais simplement poser mon petit mot de fin de cette table ronde avant d'écouter vos questions, en disant que quand j'entends parler de toutes ces possibilités qui sont données à l'expertise, à l'architecte en expertise conseil, je me dis qu'il me semble que le plus grand domaine serait celui de l'expertise conseil, et l'expertise judiciaire ne serait qu'une petite partie dans l'expertise conseil. Voilà, c'est simplement une petite réflexion que je pose ici et qui fait que peut-être qu'au Collège national des experts architectes français, en associant ceux qui font de l'expertise conseil et ceux qui font de l'expertise judiciaire, ou ceux qui font tous, il me semble qu'on est dans la bonne voie. Voilà. Donc maintenant, on passe aux questions de la salle. Une petite séquence. Alors, ça vous laisse tous quoi? Oui, bonjour, Huguette Vernet. Donc, je suis architecte expert judiciaire au TGI de Grenoble, et je suis par ailleurs élue à l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'aurais à ce titre-là une question à Monsieur Soulas. Je suis là, voilà. Je suis donc élue à l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, et je fais partie de la commission formation. Et nous, après avoir travailler un moment sur la formation des architectes en exercice, nous nous posons la question actuellement de la formation des jeunes architectes pour leur montée en compétences techniques. Donc, le sujet que vous avez évoqué m'intéresse particulièrement. Je voulais savoir si, de votre point de vue, comment on peut améliorer la compétence des architectes, des jeunes architectes. Est-ce qu'il faudrait, dans le cadre des études, rajouter des heures, optimiser les heures qui existent, ou rajouter une spécialisation pour améliorer la formation technique des architectes? Et puis, une autre question, c'était... ça y est, j'ai oublié. Oui, est-ce que toutes les écoles... Comment les écoles font leur programme par rapport à ça? Est-ce qu'elles ont toutes le même programme, ou est-ce qu'elles ont la possibilité chacune d'établir leur programme? Je réponds à la deuxième question qui est plus rapide. Chaque école est entre guillemets indépendante, c'est-à-dire que chaque école, je ne vais pas parler de la gouvernance des écoles, mais il y a plusieurs instances dans les écoles qui sont des enseignants, des étudiants, des administratifs, et qui sont chargés de réfléchir à beaucoup de choses, mais notamment à l'élaboration des programmes. Donc tous les 4 ou 5 ans, on doit soumettre un nouveau programme en vue de son habilitation. Donc soit c'est un programme qui est légèrement modifié, soit c'est un programme qui peut être fortement remanié, et dans lequel on va faire des propositions nouvelles, etc. Et donc ce programme fera l'objet d'une habilitation, et quand il est habilité, on peut le mettre en œuvre. Donc voilà, chaque école fait ce qu'elle veut, et c'est pour ça que ce que je vous ai présenté, ça n'est valable qu'à Bordeaux, ça n'est pas valable ailleurs. À Nantes, par exemple, ils font beaucoup plus d'enseignement technique. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous, c'est pas qu'on ne veut pas faire d'enseignement technique, c'est que, vous savez, tout ça, c'est des rapports de pouvoir, et que
on ne pèse pas assez lourd dans le champ technique et que donc d'autres nous mangent la laine sur le dos et prennent des heures. Voilà. Je le dis un peu trivialement, mais c'est comme ça que ça doit être dit. Pour revenir sur votre première question, évidemment, on ne peut pas faire plus d'heures parce que je vous ai déjà montré, nos étudiants sont éreintés. Enfin, vraiment, je vous assure que c'est très très dur. Ils sont éreintés. On ne peut pas rajouter d'heures. Ça, c'est pas possible. C'est insupportable. Donc, on peut simplement ventiler les heures différemment ou avoir une approche différente. C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer dans le cadre de l'atelier architecture, ingénierie, environnement et ville durable dans lequel j'interviens, où on a une approche, si vous voulez, qui est beaucoup plus interdisciplinaire et où les différentes composantes essentielles du projet sont abordées, développées, etc. Il est nécessaire, mais ça, bon, je ne vais peut-être pas me faire que des amis s'il y a des enseignants dans la salle, il est nécessaire que les enseignants de projets d'architecture sortent un peu de leur considération et aient une approche beaucoup plus pragmatique du projet en incluant réellement des dimensions qui sont celles de la réalité, des dimensions de matériaux, de technicité, de fonctionnement, etc., que ce soit sur les structures, les enveloppes, les fluides. Ça, ils refusent, en tout cas dans mon école, ils s'y refusent obstinément. Ça donne ce que ça donne, voilà. Mais je le regrette très sincèrement. Donc, au-delà de ces études, il faut des années de pratique assidue et intensive à un jeune pour pouvoir prétendre au titre d'expert un jour s'il le souhaite. Voilà. Ça vient pas. Enfin, personne ne peut se dire expert en sortant d'une école d'architecture, quelle qu'elle soit. C'est impossible. Voilà. Nous, notre idée, c'est de faire en sorte qu'ils aient la tête bien faite, si vous voulez, et qu'ils soient en capacité d'aller structurer de l'information, chercher de l'information, chercher des compétences complémentaires, etc., de façon à pouvoir concevoir correctement des projets qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont désormais inscrits dans une très grande complexité, pour la plupart. Merci Jean-Jacques Soulas. Je vais peut-être poser une petite intervention de notre présidente de la section expert conseil au collège pour vous rappeler ce qui concerne la formation continue qui est effectivement réalisée au collège pour l'ensemble des experts architectes, voire même au-delà. Shahrazad. Je te remercie. Voilà, donc je voulais juste... pardon, tu veux que je sois là? Mais c'est pas forcément... Oui, voilà. Bon, bonjour à vous toutes et tous. En fait, je voulais juste rappeler que le collège, c'est un creuset de transmission. Et donc, on a mis en place des formations, outre que les formations, bien sûr, en matière d'expertise judiciaire. On a mis depuis 2 ans une formation, en fait, c'est une transmission d'expérience en matière d'expertise conseil. Donc, cette formation se déroule sur 2 jours. Et donc, on aborde un peu sur 2 jours, donc, plusieurs modules. Ça consiste, en fait, à parler donc, surtout de comment on procède. On parle aussi des différentes sortes d'expertise, d'expertise d'assurance à la demande d'un tiers ou bien de l'assuré, l'expertise expert d'assuré, expert d'assurance, expert CRAC, etc. Donc là, c'est un volet un peu plus qui couvre un peu l'information sur tout ce qui existe en matière d'expertise conseil ou expertise amiable. Et il y a une partie donc de diagnostic, de matériel de l'expert, et après on aborde le côté déontologie et le contrat surtout, la limite de mission, et on donne quelques formations sur la manière comment on rédige un rapport à la demande bien sûr d'un tiers, personne ou morale. Et on serait ravis de vous avoir, enfin même, c'est ouvert pour les experts judiciaires, enfin ce qu'on appelle experts de justice, bien entendu. Et donc ça se déroule au mois de mars, Mireille, c'est mois de mars-avril, et c'est sur 2 jours.
Voilà. Et bon, c'est vraiment, enfin, c'est pas c'est une transmission et d'échange d'expériences. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, voilà. Shahrazad. Vous retrouverez toutes les informations sur le site du collège. Vous aurez le catalogue et les calendriers des formations proposées par le collège. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Robert Carvet. Oui, bonjour. Martial Leboidec, architecte, expert près de la Cour d'appel de Rennes. Moi, j'aurais une question pour Monsieur Hoquet par rapport aux experts, enfin, l'accréditation expert bois. Parce que, en fait, pour moi, ce qui est important, je pense qu'en tant qu'architecte, on est généraliste. Ensuite, il y a le thème de territoire. On a parlé du territoire qui est très important. Parce qu'à partir du moment où on s'implante sur un territoire, on commence à être spécialiste, quelque part. Nos types de construction sont un peu différentes. Moi, j'interviens en Bretagne. Alors, j'ai un peu plus d'ardoise que de tuiles. Donc, on commence comme ça notre cheminement. Et au niveau de cette certification, est-ce qu'il y a un processus différent entre, je veux dire, la construction type bois en Bretagne, celle de Haute-Savoie, parce que j'ai fait pas mal d'expertise en ossature bois en Bretagne, avec l'hydrométrie, etc. Ou est-ce que vous avez une façon généraliste de traiter les experts de la même façon sur tout le territoire, ou est-ce qu'il y a des spécificités régionales? Parce que moi, la termite, je ne connais pas, la mérule, j'adore, etc., etc. Donc, notre territoire est important, enfin et puis surtout l'expérience, parce que de toute façon on devient spécialiste en gérant nos désordres propres à chaque territoire. Mais je pense que c'est super votre... Oui, alors là, je suis très content que vous me posiez cette question, parce que cette question, on se la pose. C'est extrêmement compliqué de mettre en place une certification régionale, enfin, en prenant en compte les spécificités régionales, mais on s'aperçoit que concrètement, l'expérience de nos experts en région fait que entre un expert qui est en Bretagne et celui qui va être à Bordeaux, un va être beaucoup plus spécialisé sur la mérule, l'autre sur le termite, et lorsqu'on est en Alsace, c'est totalement différent. Il faut savoir aussi, c'est que nous avions aussi des experts en Outre-mer, où les problématiques sont également très différentes.